Merci de prendre rendez-vous tous les matins sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous pour jeter un regard sur les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre en direct sur Facebook et en streaming sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bena Bougma, Jofrava. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Et toutes mes excuses pour la qualité de ma voix, en faisant, ouais. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, merci. Je vous espère de retrouver votre voix. Merci bien. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Que rapporte la gestion du chemin de fer reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire à l'économie nationale? Le bilan est largement en deçà des attentes selon le consortium Burkina 2025 qui demande d'ailleurs une rupture du contrat avec Citaraï, filiale de la multinationale Bolloré. Une marche de protestation et une pétition sont annoncées pour dire non à la gestion du patrimoine en tout cas ferroviaire jugé chaotique. Une des figures de proue de cette lutte-là sera sur ce plateau. Il s'agit de Dr Nestorine Sangaré. Elle va nous rejoindre tout à l'heure, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, vous êtes à l'honneur, juge Bougma. Merci, président. Mon avant-propos va concerner, c'est très loin de nous, mais c'est si proche également de nous, compte tenu de ce que cela pourrait avoir comme conséquence ou répercussion en fonction de l'envergure et du développement des événements. Il s'agit de la crise ukrainienne avec la Russie qui est passée à une autre étape de ces menaces. Ce n'est plus l'étape des menaces, c'est aux actes. Il a rapatrié son personnel diplomatique, donc au niveau de l'ambassade à Kiev. Il y a eu des détonations à Kiev et puis dans les localités pro-russes que Vladimir Poutine effectivement a reconnues. Donc les menaces américaines et européennes n'ont pas réussi à dissuader Poutine et qui effectivement est allé à l'action. Donc pour nombre d'observateurs, l'annexion de l'Ukraine par Vladimir Poutine faisait partie de son programme il y a très longtemps. Donc c'est à quel moment est-ce que cela allait arriver, et tout le monde savait, et l'annexion de la Crimée pour arriver à cette situation, ce n'est pas du tout une surprise pour les uns et les autres. Mais c'est aussi un Poutine qui est menaçant et qui met en garde toute personne qui tenterait de soit s'interposer entre lui et l'Ukraine, ou du moins qui tenterait également par des manœuvres de rentrer effectivement dans cette danse-là, la prendra à ses dépens. La menace est très ouverte. Les sanctions européennes et américaines ont commencé à tomber, bien avant d'ailleurs cette étape-là. Mais vous regardez également que dans ces régions, il y a des populations qui disent que ce n'est pas un problème pour elles que la Russie arrive parce que ça ne les gêne pas, surtout dans les zones pro-russes. Ce n'est pas un problème en soi pour eux. Pas pour elles, ces populations-là. Mais en même temps, il y a un président ukrainien aujourd'hui qui est embarrassé, mais qui appelle à l'aide, mais qui veut aussi profiter de cette situation pour intégrer l'Union européenne, parce qu'il a remis ça sur la table. Donc, c'est sûr qu'en faisant les yeux doux à l'Europe, c'est aussi dire, bon, c'est l'occasion pour moi, pour que vous accédiez également à ma requête, parce que si je suis avec vous, c'est beaucoup plus légitime pour ce combat-là. Mais c'est une Europe également qui a pris du temps et qui, pour l'intégration officielle, traîne. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. Maintenant, les uns et les autres veulent frapper la Russie par là où ça fait mal, mais c'est aussi une Russie qui tient un bon bout à travers le gaz. C'est vrai que le projet Nord Stream 2 a été suspendu par l'Allemagne, mais ça ne va pas être également facile parce que même au niveau des sanctions, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Mais je dis bien, c'est une crise que tout le monde regarde, qui peut avoir des répercussions en fonction de la tournure des événements et en fonction de la volonté d'aller ou de ne pas aller et traverser certaines zones. Donc c'est une actualité qui est suivie de près et qui fait fâcher toute la communauté internationale jusqu'à l'ONU. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci, président. Hier, en avant-propos, je m'intéressais à la question des disparitions des enfants, interpellant donc les parents à être plus regardants et rappelant aussi les numéros mis à disposition aussi par la police lorsqu'il y a des cas suspects et tout.
Et hier soir, on a eu l'heureuse nouvelle d'apprendre que l'une des disparitions qui a été quand même assez médiatisée ces derniers temps a trouvé un épilogue heureux, avec la petite Karine qui a été retrouvée dans un quartier de Ouagadougou et ramenée dans le média qui était le plus proche d'ailleurs. Et les parents contactés ont confirmé que c'était elle, et donc devraient logiquement aujourd'hui recevoir leur fille et tout. C'est en tout cas une histoire qui finit très bien. Mais il y en a encore qui sont disparus et qui attendent. Donc la question de la vigilance devrait continuer. Nous, hier, relativement à cela, nous sommes rentrés en contact avec la police nationale pour comprendre un peu comment est-ce que sur ce chapitre-là ils travaillent, et je pense qu'à partir de 13h on va leur proposer un reportage dans nos sessions d'information là-dessus, parce qu'ils ont des cellules au sein des différents commissariats qui travaillent sur ces questions-là, parce que ça interpelle le plus grand chef, et eux aussi donc sont inquiets pour cette réalité. Mais ils disent que la tendance très souvent lorsqu'il s'agit de ces choses-là au Burkina Faso, ce n'est pas comme on le voit un peu ailleurs, où derrière c'est d'abord criminel. Très souvent c'est l'un des parents qui prend l'enfant, et ça c'est récurrent, ou bien c'est des fugues. Mais il faut reconnaître que il y a tellement de répétitions, de récurrence dans les disparitions, qu'ils ont commencé ils ont en tout cas renforcé les dispositifs sur ces questions, ce qui rassure en tout cas. Mais je crois que le plus grand engagement, la plus grande responsabilité revient déjà aux parents, dans la vigilance, mais aussi quand l'enfant a l'âge de comprendre, il faut commencer à lui parler. Je pense que c'est vraiment la leçon qu'on pourrait retirer. Et puis souhaiter, pour ceux qu'on n'a pas encore retrouvés, qu'on aura l'épilogue heureux comme la petite Karine, et qu'on espère que rien ne soit arrivé entre-temps. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Docteur Nestorine Sangaré, notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de la gestion du chemin de fer par Sitaraï. C'est un combat que vous portez depuis plusieurs années avec le consortium Burkina 2025. Déjà la première question. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de ce consortium. C'est un parti politique? C'est une organisation de la société civile? Non, ce n'est pas un parti politique. Je voulais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez ce matin pour revenir sur ce combat. Le consortium Burkina 2050, c'est un regroupement de citoyens burkinabés, des femmes et des hommes, qui se sont mis ensemble juste pour pouvoir suivre les grands engagements de l'État en matière d'investissement, mais aussi nos rapports avec les multinationales. Parce que nous sommes dans un contexte où de plus en plus, avec la mondialisation, on est obligé de travailler avec des entreprises venant d'ailleurs, mais avec moins de connaissances sur la législation internationale en matière de commerce. Et cela nous pénalise. Et nous avons vraiment pu mettre en place ce consortium justement à cause du dossier chemin de fer. Pourquoi 2050? Pourquoi pas 2025, 2030 2050 parce que la prolongation du contrat de gestion du chemin de fer avec Bolloré va jusqu'à 2048. Et nous avons dit que puisque c'est la première bataille sur laquelle nous nous engageons, nous avons mis jusqu'à 2050 pour être sûr que nous aurons bouclé ce dossier-là dans de bonnes conditions, en espérant en tout cas que cela survienne plus tôt. D'accord. Alors, avec vous, on va parler actualité aussi et question de généralité. Hier, on a vu le rapport de la commission technique d'élaboration des projets de texte et de l'agenda de la transition remis au chef de l'État. Avant justement cette remise-là, la commission avait lancé un appel à contribution à tous les citoyens. Est-ce que vous avez donné votre contribution et en quelques mots, qu'est-ce que vous avez proposé? Effectivement, nous avons eu vent de la volonté donc, de cette commission que nous puissions, en tant que citoyens, apporter des contributions. Personnellement, j'ai fait des propositions, mais j'ai aussi pu, à travers un réseau de femmes que je coordonne, faire des propositions. Parmi les contributions que moi j'ai énoncées, j'ai pensé
principalement à la sécurité. Je pense que tout le monde va évoquer ça, la sécurisation du territoire et puis le retour des personnes déplacées dans leur domicile. Ça, c'est la première priorité. Mais il y a aussi, à mon sens, la nécessité d'une meilleure synergie intergouvernementale, interministérielle. Parce que, à force de fusionner, diviser, on arrive à un moment où les ministères, chacun garde un morceau des prérogatives de l'autre et on ne s'assoit pas pour faire réexaminer et répartir bien leur rôle. Donc il y a cette proposition-là pour qu'il y ait une meilleure complémentarité dans leur rôle et que ça permette une gestion plus rationnelle de la gestion des ressources financières. Je pense également qu'une des actions importantes qui doit être faite, c'est de revoir nos accords avec nos pays partenaires. Parce qu'il y a des accords qui datent de 60 ans, des accords qui datent d'une période où nous-mêmes nous n'étions pas encore nés et que nous n'avons pas connaissance. Je pense que nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire du pays. Il faut remettre tout ça sur la table et regarder quels sont nos engagements avec les uns et les autres et voir si c'était convenable à l'époque où ces engagements étaient pris, dans le contexte actuel et dans les réalités actuelles de notre pays, si ces engagements et ces accords sont encore pertinents et si ce n'est pas le cas qu'on puisse les réviser. Je pense en l'occurrence à nos accords avec la France qui datent de 1961. Je n'étais pas encore né. Et ça porte sur donc les accords militaires, les accords économiques, par rapport à l'éducation. Il y a tellement de choses qui sont incluses dans cet accord-là qu'il me paraît en tout cas judicieux de les revoir pour réellement redéfinir notre coopération avec ce pays partenaire. Et bien sûr, il y a plein d'autres propositions, il y en avait 15 au total. Juge Bougma. Merci. Avant d'en venir aux accords de 61, il y a personnellement que vous avez un dossier devant la Haute Cour de justice. Maintenant, l'Assemblée nationale est en dissous avec pour conséquence cette affaire-là, alors que c'est un dossier qui traîne depuis 2014. Alors, comment est-ce que vous voyez la suite? Les espoirs se sont émoussés parce que c'est quand même une procédure judiciaire qui vous suit et même pour les déplacements c'est compliqué comme vous l'aviez signifié dans un de vos écrits. Comment est-ce que vous vivez la nouvelle donne avec une affaire qui est devant les tribunaux, qui est pendante mais qui en même temps joue sur vous? Notre espoir, parce que c'est tous les membres du gouvernement, notre espoir est que les nouvelles autorités puissent se pencher rapidement sur ça. Parce que la preuve, même après le coup, on a pu terminer le procès Sankara. Et je pense qu'ils se sont prononcés d'ailleurs qu'ils ne vont pas mettre un terme aux différents dossiers qui sont en cours. Donc je pense qu'ils trouveront un moyen de vider ce dossier. Parce que pour nous, nous sommes accusés en tant que complices, mais on n'a jamais accusé le coupable principal dans cette affaire. Donc je ne vois pas comment un procès peut se mener sans qu'on ait désigné un coupable. Et donc être accusé depuis 2016, interdit de séjour, et en tant que complice, c'est une bizarrerie juridique typiquement burkinabé. Et j'espère en tout cas que très rapidement on trouvera une solution. Parce que dans le fond, il y a plein de choses qui sont à redire, mais la justice burkinabé va certainement faire son travail. La Haute Cour de justice, ce n'est plus des élus, ça va être donc les membres de cette nouvelle commission. Je ne sais pas maintenant s'ils vont désigner encore, comme c'est le cas des membres de cette instance, pour venir compléter le nombre de magistrats. Tout à fait. Voilà, pour connaître du dossier. Donc on attend de voir qu'est-ce qui sera fait. Mais nous espérons qu'ils vont nous libérer enfin. D'accord, merci bien. J'avais dit, maintenant par rapport aux fameux accords de 61, on entend parler, pour certains c'est un leurre, pour d'autres c'est vrai. En substance, que disent le contenu de ces rapports-là? Est-ce que vous les avez? Les accords, pardon, est-ce que vous les avez? Moi j'ai lu les accords, j'ai cherché, j'ai lu. C'est des accords qui avaient été signés entre Maurice Yamehugo et Michel Debré, qui était le président du Sénat français. Et dans ces accords, j'ai beaucoup analysé les accords militaires.
lesquels accords nous oblige à acheter être formés, que nos militaires soient formés par la France, que nous achetions prioritairement les armes avec la France, et que si on veut acheter avec quelqu'un d'autre, que ce soit vraiment après avec l'autorisation de la France. Et bien sûr que quand les soldats français ici viennent ici et qu'il y a des actes délictueux, qu'ils ne soient pas poursuivis, mais que ce soit donc l'État burkinabé qui se porte pour prendre en charge les pénalités, des choses comme ça. Ce sont des accords passés, mais en ce qui concerne les accords militaires, il y a eu d'autres accords plus tard, parce qu'il y a eu l'accord de 2015 qui visait à permettre l'installation d'un détachement militaire ici pour pouvoir intervenir au Mali. Maintenant que Barkhane a quitté le Mali, je me demande maintenant quelle est l'utilité de cet accord, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'attaque terroriste chez nous, c'était au Mali, et l'installation de ces détachements sabres qui sont là, c'était pour donc pouvoir intervenir au Mali. Mais comme il n'y a plus cette présence militaire française ou même le détachement en France, au Mali. Donc, ça veut dire qu'il faut le voir. Et moi, j'avais critiqué le fait que l'installation, c'était pas pour aider les Burkinabés, parce que même quand nous avions maintenant des attaques sur notre territoire, il n'était pas prévu dans cet accord de 2015. Et même le président Macron l'a dit en septembre dernier que non, nous n'étions pas concernés par Barkhane. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la réunion récente le 17 décembre avec des hauts gradés français qui sont venus se réunir avec le président, l'ex-président. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris comme nouvelle entente. Mais il y a plusieurs accords souterrains comme ça, celle de 2018 et bien sûr maintenant en 2021. On ne sait pas sur quoi nous sommes en train de fonctionner avec la France. Alors ma dernière question, vous vis-à-vis, vous avez été ministre. Pourquoi est-ce qu'en son temps vous n'aviez pas dénoncé ces accords? Les accords militaires, d'abord je n'en avais jamais entendu parler. Il n'y avait pas de problème, puisque je vous dis que c'est seulement après la transition que on a parlé d'installation de militaires français. Maurice Yamerogo avait refusé cette présence. Mais il y avait les autres pans de l'accord. Les autres pans de l'accord, il y a les accords commerciaux. Mais pour les accords commerciaux, moi, je vous avoue que on n'en a jamais parlé en Conseil des ministres, si ce n'est le dossier Bolloré, justement. Et depuis que j'ai pris connaissance de ce dossier, je continue à me cultiver, à chercher les informations, parce que j'ai suivi les négociations. Le gouvernement était contre la participation de Bolloré. Il y a eu trop de pression et nous sommes partis sans que l'accord ne soit signé. Donc c'est après notre départ que l'accord a été signé. Donc pendant les 3 années que j'étais au gouvernement, on a juste amorcé les débats et puis ça a été des tractations à l'occasion des TAC, le traité d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. À chaque TAC, le dossier est revenu, mais avec beaucoup de difficultés, parce que le gouvernement burkinabé ne voulait pas que le Bolloré fasse partie. D'accord. Juge Va. Je n'ai pas de question de généralité. Moi, j'ai peut-être une dernière question de généralité. Bernard l'a rappelé, vous avez été ministre de la Femme dans le dernier gouvernement Blaise Compaoré. On ne va pas revenir sur les circonstances dans lesquelles vous avez quitté le pouvoir. Mais on a vu votre poste, en tout cas sur votre situation. Vous estimez que vous avez été victime d'une chasse aux sorcières. Alors, à vous écouter, vous avez gros sur le cœur. Apparemment, les nouvelles autorités doivent ajouter la réconciliation nationale dans leurs priorités. En tout cas, si on lit bien ce que vous avez écrit. Je pense que j'ai eu l'avantage, avant d'entrer au gouvernement, d'avoir occupé plusieurs hauts postes, comme conseillère générale à l'ambassade des Pays-Bas, ensuite comme senior programme manager au NDI, et c'est du NDI que j'ai rejoint le gouvernement, et tout en étant enseignante en communication et journalisme à l'université de Ouaga. Mais bien sûr, quand je rentre au gouvernement et puis je ressors, mon contrat avec le NDI, il n'est plus d'actualité, puisque c'est avec un acteur privé. Mais maintenant, avec le gouvernement, donc au niveau du ministère de l'Éducation, l'université, je suis allé tout simplement comme tout le monde pour reprendre service.
Et c'est là que on m'a opposé toutes sortes de blocages jusqu'à ce que finalement je ne puisse pas reprendre. Pendant plus de 2 ans, j'ai fait les va-et-vient sans pouvoir reprendre les cours. Et quand on parle de la réconciliation aujourd'hui, je pense que ce n'est pas moi seul. Il y a certainement d'autres personnes qui ont subi autant que moi et qui ne se sont pas exprimées. Donc moi j'ai parlé pour qu'on sache que pendant que je ne pense pas qu'après l'insurrection qui visait à rétablir une certaine qualité de gouvernance, on puisse se retrouver victime d'exclusion en tant qu'enseignante. Et que le même département utilise les vacataires qui sont payés, pendant que moi, agent qui était recruté pour le département, je suis mise de côté, simplement pour vraiment des questions très subjectives. D'accord. Alors on va revenir au sujet principal qui a été enrôlé pour la présente convocation, notamment la gestion du patrimoine ferroviaire par Sitaray, qui est une filiale du groupe Bolloré, on l'a rappelé tantôt. Avant justement la présidentielle de 2020, vous avez ramené le sujet sur la table pour interpeller les différents candidats à prendre ce dossier en main. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles autorités. Le sujet encore est ramené au goût du jour. Vous avez animé un point de presse sur la question. Finalement, pourquoi vous ne voulez pas qu'on renouvelle, sinon qu'on arrête le contrat avec Bolloré? Qu'est-ce que vous avez contre cette multinationale? D'abord, je dois rappeler que c'est la 27e année que Bolloré, à travers Sitaray, gère notre chemin de fer. Avant cela, de 1989 à 1994, la gestion était faite par l'État burkinabé. Et c'était une gestion séparée du tronçon burkinabé et du tronçon ivoirien. Mais avec la privatisation, on a refusionné les 2 tronçons et c'est les 2 États donc qui ont signé ce contrat de gestion avec Bolloré. Mais Sitaray est une société de droit ivoirien et qui donc couvre les 2 États. C'est-à-dire qu'en plus du transport, s'il y a des avantages sous forme de taxes, c'est une société de droit ivoirien et elle profite d'une certaine manière plus à l'État ivoirien qu'à l'État burkinabé. 70% des marchandises proviennent du Burkina Faso. Et nous avons donc, dans le renouvellement du contrat, depuis 2011, il y a eu des négociations parce que l'État burkinabé avait lancé un projet pour l'exploitation de Tambao. Et notre chemin de fer, son développement était lié à ce projet de développement de Tambao. On voulait réhabiliter pour pouvoir exploiter Tambao. Mais voici une situation où l'exploitant de Tambao s'était engagé à réhabiliter le chemin de fer parce que Bolloré, qui est gestionnaire de 1995 à 2010, n'a pas respecté les termes de son contrat. Il a accumulé plus de 5 milliards de dettes en droit d'usage du chemin de fer. Il a procédé à des licenciements et il a plus de 2 milliards à payer aux travailleurs burkinabés licenciés qui n'a pas payé. Et les États de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont investi au début 2000 en prenant des prêts auprès de la Banque mondiale et de la Banque européenne de développement. Ils ont investi pour réhabiliter au moment où lui reprenait la gestion. Mais il était entendu que quand il allait exploiter, au fur et à mesure, il rembourse aux États pour que les États puissent rembourser aux banques. Et la société n'a pas respecté cela, si bien que les États restent redevables vis-à-vis de la Banque mondiale et de tous les créanciers, de ce montant qu'ils ont emprunté pour réhabiliter le chemin de fer. Mais maintenant, quand le gouvernement burkinabé a voulu maintenant mettre en œuvre le projet de développement minier, donc l'exploitation de Tambao, que le même revienne dire qu'il veut faire partie. Au niveau du gouvernement, la décision était niette. Il a déjà accumulé beaucoup de dettes, il ne peut plus faire partie. Mais nous avons été surpris de toutes les pressions que les politiques français ont fait pour le maintenir. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'il paye d'abord ses dettes. S'il ne paye pas ses dettes, il ne peut pas faire partie du nouveau projet. Alors, il est revenu en promettant qu'il va investir 400 millions d'euros pour
donc participer au projet. Et ces 400 millions, c'est 263 milliards. Il dit qu'il va investir ça en 2 tranches sur 8 ans. Dès que la signature de l'accord va être faite, il va prendre 4 premières années pour transporter 1 million de tonnes de manganèse par an, tout en rénovant le chemin de fer, le réseau. Bon, mais comme vous savez, on a, après l'insurrection, la société qui avait été retenue pour l'exploitation des Tambao son contrat a été rompu. Et donc maintenant, pourquoi signer un contrat avec Bolloré pour le transport du manganèse alors qu'il n'y a pas de manganèse à exploiter? Ça, c'est la faute des autorités burkinabées d'avoir signé, puisque lui n'était pas dans le projet. Il est venu s'immiscer. Et maintenant, on renvoie celui qui devait exploiter le manganèse, qui est à la base du projet, et lui, on le laisse, lui, le transporteur. Alors, maintenant, la signature, les tractations, c'est en fin 2018 que l'accord ça a été signé en juin 2016, et c'est en fin 2018 que la convention a été promulguée par le chef de l'État. Et normalement, dès le 1er janvier 2019, il devait donc commencer l'investissement, parce qu'il était entendu que si on n'exploite pas le manganèse, il va continuer à faire le transport de marchandises sur le réseau et contribuer donc de cette manière à payer, à respecter ses engagements. Donc, il devrait lancer les travaux le 16 avril 2019. La partie ivoirienne vient au Burkina ici pour le lancement des travaux. Et il semble que c'est en ce moment que Bolloré entend que le Burkina était en train de faire un autre projet ferroviaire à partir du Ghana. Donc, Tema Ouaga. Et quand il a entendu ça, il dit que lui, il n'investit plus. Il n'investit plus parce que lui, il avait refusé de réfectionner le tronçon Ouaga-Tambao. Il avait refusé de prendre ça dans le contrat. Or, il s'est rendu compte que s'il y a un chemin de fer qui vient de Tema jusqu'à Ouaga, on est capable de négocier avec ce dernier maintenant pour qu'il aille jusqu'à Tambao ce que lui, il voulait en fait transporter. Donc, il dit en ce moment, ça remet en cause la rentabilité de son investissement. Ça fait de la concurrence. Que ça remet en cause la rentabilité de son investissement. Mais imaginez quelqu'un qui exploite un chemin de fer depuis plus de 20 ans, en accumulant des dettes, qui se plaint que lui, son propre investissement ne sera pas rentable. Qui est le dindon de la farce en ce moment? Du joie. Oui, quand on écoute la question de Sitaraï, moi je pense que quelquefois aussi, on est pris par nos réalités et pris au coup par notre incapacité et notre incurie. Parce que voilà, on sait que le développement, la plupart des grandes nations, quand il y a eu le chemin de fer, ça a boosté les choses. Nous, le chemin de fer arrive, je pense, à Ouaga, c'est en 54. C'est en 85 que nous, on parvient à l'allonger. C'est de 54 jusqu'à 85, on n'a rien fait. Et le chemin de fer dont on parle, c'est les travaux forcés. Oui, depuis 1919. C'est les travaux forcés. Ce sont nos parents qui l'ont construit. Donc, c'est à nous. Le FMI vient, ils disent qu'il faut privatiser. Ils avaient leur façon de voir la chose parce qu'ils se disaient que nous n'avons pas de bonne gestion et tout. Donc, en 1994, Bolloré entre dans le système. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même le deal du départ. Ça lui est concédé presque à 0 francs. J'ai dit même presque, c'est à 0 francs parce qu'il n'a rien payé. Il doit rétribuer 2%, je pense, au Burkina. Oui. Ce qu'il n'a jamais fait. Oui. Jusqu'en 2004. Et en 2004, il y a une réconciliation qui est faite. Mais moi, je ne comprends pas. Vous avez été ministre. Moi, je ne sais pas comment se passent vos conseils des ministres ou bien comment vous discutez là-bas. Comment je regarde ce type d'histoire, c'est la question que je me pose. Quelqu'un qui doit reverser 2% au Burkina de 1994. Et en 2004, on refait une réconciliation et en plus, qui est favorable à celui qui n'a encore jusque-là rien versé. Et ça continue comme ça jusqu'en 2016, où il revient encore rediscuter les choses du système affermage qu'ils avaient avant. Ils sont passés au système ROT, où il gagne encore plus de poids puisqu'il est presque propriétaire. Mais vous avez été ministre, la question me revient encore.
Comment vous travaillez quand vous êtes en conseil? Nous, le bas peuple, c'est des questions qu'on se pose. Comment est-ce que vous pouvez nous donner comme ça notre richesse, nos éléments? Comment est-ce que ça peut se passer? Je suis le représentant du gouvernement autour de la table. Non, je veux dire, vous avez eu cette expérience. Bon, je vais vous expliquer. Je veux dire, comment ça peut se passer et qu'on accepte? Je vais vous expliquer. Tout dossier technique qui relève d'un ministère qui vient en conseil des ministres, il est préparé par le ministre de tutelle et il est soumis à l'examen des autres membres du gouvernement qui font les critiques. Mais on a des dossiers techniques et on a des dossiers politiques. Et ce dossier-là fait partie des dossiers politiques. Parce que rien sur le plan économique et financier ne permettait qu'on se réengage dans des discussions. C'est pourquoi, pour ce que j'ai vu, la première fois que ce dossier est arrivé en Conseil des ministres, sans trahir la confidentialité des discussions en Conseil, la réponse du chef de l'État a dit « Niet, on ne veut plus de celui-là. Là. Déjà, il a des dettes. Pourquoi il revient encore qu'il veut faire partie du projet ?» Parce qu'on avait déjà signé avec Timis qui va développer le projet minier de Tambao et réfectionner la voie pour transporter le manganèse jusqu'à Abidjan. Donc, on ne parlait plus de Bolloré. Malgré le fait qu'après de 1995 à 2010, il a fait réviser son contrat 4 fois. Il y a 3 avenants. Ce 4e avenant-là, c'est ça qui nous a amenés dans cette nouvelle constitution. Et il a prétexté la crise ivoirienne pour demander une remise de dettes. Il a eu 199 millions de remises de dettes parce qu'il a dit qu'à cause de la crise ivoirienne, il n'a pas pu transporter les marchandises puisqu'à un moment donné, le train ne marchait pas. Mais on lui a fait beaucoup de faveurs. Mais malgré tout, il est revenu, et quand il est revenu, c'est le fait que ce soit les 2 pays qui a été un piège pour le Burkina. Pour moi, le TAC a été défavorable au Burkina sur ce plan. Puisque Sitara est une société de droit ivoirien. Et la Côte d'Ivoire est en même temps propriétaire d'une partie du chemin de fer. Donc, j'ai l'impression, à mon sens, selon ce que moi j'ai perçu, c'est que l'État ivoirien a joué en même temps entre nous deux, entre le Burkina et joue avec la partie française. Oui, moi j'ai eu ce sentiment-là. Parce que comment on négocie, puisque les 2 États devraient aller en front commun contre la multinationale pour défendre leurs intérêts. Mais si d'un côté l'État ivoirien doit discuter avec Sitara comme société ivoirienne et en même temps discuter avec le Burkina, c'est dans ça que nous avons été piégés. Il aurait fallu que les 2 États conviennent à part de qu'est-ce qu'ils veulent faire avant maintenant de présenter ça à la multinationale pour discuter de la suite. Mais ce double jeu, souvent nous avons été, donc, nous étalons nos arguments qu'on va dire à l'État ivoirien, mais qu'est-ce qui empêche un ministre ivoirien d'aller dire à Bolloré, voilà, qu'est-ce qu'il demande et puis tout, et ils préparent leurs arguments. Bon, je dois dire également à notre, pas à notre défense, que depuis que ce dossier-là existe, combien de ministres des Transports se sont succédés? Combien de présidents ont eu à connaître du dossier? Combien de ministres des Finances? Combien de premiers ministres ont eu à connaître du dossier? Et pourtant, du côté de Bolloré, c'est la même personne, la même équipe, sur plus de 20 ans, qui vient aux négociations, qui maîtrise complètement le dossier et qui sait en fait qu'est-ce qu'ils veulent et qui savent chaque fois les défaillances. Parce qu'il ne suffit pas d'être nommé ministre du Transport pour pouvoir négocier avec une multinationale. Il aurait fallu que l'État burkinabé ait une équipe rodée dans les négociations internationales pour pouvoir maîtriser le dossier, mais aussi une équipe permanente pour qu'à chaque fois, ce ne soit pas les nouvelles personnes qui sont nommées qui se retrouvent devant cette personne-là. Ce qu'il n'a pas eu avec l'équipe passée, il remet ça sur la table et puis il profite et puis il reprend ça. Donc voici toutes les incohérences qui ont en quelque sorte joué à notre défaveur. Mais moi je pense que dans ce qui a été signé, il ne fallait même pas signer en mentionnant PAM.
l'exploitant de manganèse alors que l'État burkinabé a rompu. On a signé en fin de 2016. On avait déjà fini avec PAM. Donc dans la convention, on ne devrait même plus mentionner cette entreprise-là qui ne fait plus partie du projet. Ce que vous dites, c'est intéressant, mais moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je veux dire pourquoi. Moi, je parle de la responsabilité de la partie burkinabé. Les pays ont des intérêts qu'ils défendent, pour leur peuple d'abord. Oui. Et sur la question de Sitaraï, c'est vrai que c'est une entreprise de droit ivoirien, mais c'est la propriété de Bolloré. Oui, bien sûr. On est d'accord, c'est la propriété de Bolloré. Il est actionnaire. Voilà, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, la partie ivoirienne, parce que le premier marché c'est 94. Oui. La partie ivoirienne, après, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant près de 10 ans. Il y a eu la crise. Voilà, il y a eu cette crise-là et on sait comment ça s'est terminé. Nous, on avait un président qui était là depuis. C'est-à-dire qu'il y a Bolloré, c'est vrai, qui tirait le meilleur parti des changements ici ou là. Il a rusé avec. C'est nous dit ça, on peut le dire de façon très claire. Mais nous, on a manqué à défendre nos intérêts sur ce chapitre-là. Quand on regarde, parce que regardez, pour 2004, vous m'avez pas écouté. Je vous ai écouté. Vous m'avez pas écouté. Moi, je comprends pas. En 2000, dès 2012, le premier TAC auquel j'ai pris part, le dossier a été mis sur la table. La réponse du président, c'est qu'on ne veut plus de celui-là dans ce dossier. Il a déjà des dettes et il faut qu'il rembourse déjà ce qu'il doit aux États avant de prétendre encore faire quoi que ce soit. Mais on est lié parce que les emprunts que l'État a pris pour rénover, il n'a pas remboursé. Et que nous restons redevables. Donc on avait prolongé son contrat de 1995 là, jusqu'à 2030, qui correspond à l'échéance des dettes au niveau des multinationales, la Banque mondiale et de la Banque européenne de développement, pour qu'ils remboursent. Donc il avait déjà une échéance qui va jusqu'à 2030. Mais on a dit, puisqu'on a trouvé quelqu'un pour pouvoir gérer, on allait trouver une autre façon maintenant de se débarrasser de lui. Moi, j'avoue que à cette étape déjà, il fallait lui faire un procès. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé en son temps jusque-là? C'est tout ça. C'est la pression politique des autorités françaises. La première fois que j'ai écrit sur le dossier, c'est le fait que vous voyez les Français dans le couloir. Quand on est allé au TAC à Yamoussoukro, vous les voyez dans le couloir, c'est comme si c'est leur réunion, mais pas une réunion entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et les réunions sur ce dossier-là s'est terminées à 3h du matin. Et c'était tendu. Les réunions sur ce dossier précisément, c'était très très tendu. Parce que justement, il y avait cette pression. Et dans cette pression, il y avait les Drian. Le même le sinistre de... J'arrive. Oui. C'est lui, puisque Bolloré est breton. Et que c'est connu maintenant en France que le Drian est régionaliste et qui passe tout son temps à défendre les entreprises bretonnes. Donc le même Le Drian a été derrière ce dossier depuis donc tout ce temps, puisqu'il est quand même dans le paysage du gouvernement français il y a un bon bout de temps. Mais quelle pression politique dépasse l'intérêt des Burkinabés pour que de 1994 jusqu'à ce que vous soyez en train de discuter, il ne vous reverse rien, il doit reverser 2%, c'est la propriété du Burkina, le chemin de fer qui passe de notre frontière jusqu'à nous, c'est notre propriété. Je vais vous dire quelque chose. Il doit y avoir des clauses souterraines que moi personnellement je ne connaissais pas, mais je sais que depuis que je parle de ce dossier, tout le monde m'a dit tu n'as pas peur. Il y a une sorte de peur qui entoure ce dossier et je n'ai jamais compris pourquoi. Parce qu'il n'est pas dans son droit d'exploiter vraiment, actuellement, en termes de droit d'usage, il est à 1 franc symbolique depuis 2019. À 1 franc symbolique. Alors que c'est le moment où l'activité est quand même très intéressante, puisqu'il y a maintenant les sociétés minières avec tout le matériel qu'ils doivent transporter, et ils nous donnent 1 franc symbolique. Donc, on avait dit qu'il avait seulement 1 an, 12 mois. Si au bout de 12 mois, il n'a pas commencé l'investissement, il faut rompre le contrat. Pourquoi depuis 2019, là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas rompu le contrat? Moi, c'est pour ça que j'ai dit, bon, si les autres ont peur de dire de rompre le contrat, moi, je n'ai pas peur de dire de rompre le contrat. C'est pourquoi je dénonce publiquement, j'en parle. Mais ce qui m'étonne,
c'est que depuis le temps que j'en parle, les médias ne se sont pas saisis du sujet. Voilà que vous êtes à la base. Ah oui, mais c'est aujourd'hui. Ça non, fait longtemps. C'est pas la première fois qu'on parle des Sitara. On en a parlé, on en a parlé, mais c'est sporadiquement. Quand je viens parler de ça et qu'après, il faut encore que je ressorte pour que vous m'appeliez de venir en parler. Donc je pense qu'au niveau de l'opinion nationale aujourd'hui, il ne faut pas accuser les politiques seulement. Si les politiques subissent des pressions des autorités françaises et qu'il n'y a pas le peuple derrière, pour montrer que ce n'est pas seulement les décideurs, mais ils vont continuer à faire la pression à chaque gouvernant qui arrive. Donc moi je pense qu'on ne peut pas rejeter la responsabilité. On va permettre au juge Bouma de... Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est un argument, c'est la propriété du peuple burkinabé. La presse en a beaucoup parlé. La presse burkinabé. Mais quelle manifestation publique, en dehors du fait que j'écris là, en dehors du fait que je publie sur ma page, quelle manifestation publique vous avez? C'est l'UAS qui a fait une publication en 2016. L'UAS en 2016. Après ça, je n'ai plus entendu parler. Aucune autre structure. Moi, j'ai fait des débats là-dessus. Ici, j'ai participé à des débats sur d'autres chaînes. Là-dessus, sur la question Sitara de Bolloré. Donc, j'ai dit, je suis assez à l'aise pour dire que... Pourquoi ça ne bouge pas? Mais vous avez été ministre, c'est toute la question que moi je pose. Et tout ça, ça s'est passé alors que vous... Non, la pression n'était pas suffisante. La pression n'était pas suffisante. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, on va évoluer dans le débat. Juste Bouma. Oui, moi, c'est l'avenir de votre combat. Bolloré est en train de quitter l'Afrique, en train de vendre. Oui. C'est bien en Afrique. Donc, c'est l'avenir de ce combat que vous portez. Oui. Est-ce que l'heure n'est pas à rechercher des investisseurs africains pour s'en occuper plutôt que de passer votre temps à taper sur quelqu'un qui est en train de partir d'ailleurs? Non, il n'a pas le droit de céder ça à quelqu'un d'autre sans avertir les États. C'est la foutaise. Il ne peut pas céder la gestion à une autre multinationale sans l'avis des États. Et c'est clair qu'il ne s'est pas concerté avec eux. Et ce n'est pas mon combat, c'est notre combat. Il faut qu'à partir de maintenant, tous les peuples burkinabés se sentent concernés par ce qui se passe. Parce que si on avait commencé les travaux, les jeunes auraient du travail dans la reconstruction du chemin de fer. On pourrait recruter plein de gens. L'activité économique allait se remettre sur le corridor. Ce n'est pas mon combat. J'ai toujours senti mal quand on dit mon combat. Ce n'est pas mon combat, c'est notre combat. Et il faut que chaque Burkinabé dise que c'est son combat. Sinon, si on dit c'est mon combat, moi, je sortirai parler tout le temps, mais ça ne servirait. Il faut déjà qu'ils ne puissent pas vendre. Première chose, qu'ils ne puissent pas vendre. Que l'État le poursuive pour non-respect des clauses du contrat. Deuxième chose. Et troisième chose, qu'on fasse un appel d'offres international pour trouver des privés nationaux ou internationaux professionnels de la gestion des chemins de fer pour reprendre la gestion de ce chemin de fer-là. Et le moment est favorable parce que le contexte est tel que on peut poser sur la table les dossiers qui fâchent. Si on ne le pose pas maintenant et qu'on laisse que les choses deviennent comme normales, ça ne va pas. Et je ne sais pas, celui à qui il est en train de vendre MSC, ça appartient à la famille du secrétaire général de l'Élysée. Et lui, déjà, on l'accuse là-bas de conflit d'intérêts. Donc, si il revend maintenant au secrétaire général de la famille du secrétaire général de l'Élysée, on est plus mal barré. Donc, il faut faire en sorte qu'ils ne revendent pas, en tout cas, notre activité. En faisant quoi exactement? Interrompre le contrat. Il faut annuler la concession et le poursuivre. Parce que tout cela, c'est inscrit dans la Convention. C'est inscrit que s'il ne respecte pas les clauses, il doit payer pour n'avoir pas respecté les clauses. Parce qu'il nous a mis en retard. Depuis 2010 jusqu'à 2022, il s'est agrippé au dossier et il a mis le pays en retard. Il a tué complètement le réseau et on doit maintenant repartir à zéro, trouver d'autres partenaires pour le projet. Docteur Nestorine Sangara est notre convoquée du jour. Elle est la coordonnatrice du consortium Burkina 2050. Avec vous, nous parlons en tout cas de la gestion du chemin de fer par Sitara. Vous avez tantôt évoqué les jeux de pression. À vous entendre, les deux États sont point et pied liés dans cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire que les États n'ont pas pu faire? Parce qu'il y a des possibilités, vous avez parlé de procès. Oui.
D'abord, nous allons rapidement déposer une pétition en cours. Nous avons lancé une pétition en cours en ligne, mais il semble qu'il faut que nous le fassions ce support physique. Donc, nous avons relancé et nous sommes en train de collecter les signatures pour que la nouvelle assemblée qui va être mise en place, que nous puissions déposer ça et que ça soit donc traité par la CNT. Et ensuite, nous allons adresser une lettre à la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui a contraint l'État burkinabé sous le PAS à privatiser en disant que le privé va mieux gérer. Aujourd'hui, la banque a l'obligation morale de venir faire l'évaluation de l'impact économique de la gestion du privé pour démystifier cette idée-là. Chaque fois de penser que c'est les privés seuls qui peuvent mieux faire. Parce que dans cet exemple-là, le privé a fait pire que les États. Ensuite, nous pensons à une marche. Pensons à une marche qui va mobiliser les riverains des gares sur tout le corridor dans les villes Ouaga, Bobo, Banfora jusqu'à la frontière ivoirienne. Et c'est prévu pour le 3 mars. Nous partirons de la bataille du rail. Nous allons aller remettre un mot à Bolloré et nous allons remettre un mot au ministre du transport, mais nous allons aussi envoyer au secrétaire général. Au secrétaire général si le ministre n'est pas encore installé. Et nous allons également, en tout cas, faire une lettre à la Banque mondiale. Il faut faire une lettre à la Banque mondiale parce que les partenaires au développement doivent porter les responsabilités des décisions qu'ils prennent. Il faut que la Banque mondiale s'implique dans ce dossier-là parce que il ne peut pas dire confier au privé et puis après ça ne va pas, on laisse tomber. Alors quand on parle de pétition, ça permet de mesurer cet engagement populaire vis-à-vis du dossier. Vous avez combien de signatures déjà? Eh bien voilà, depuis que nous avons lancé la pétition, ça fait une vingtaine de jours, il y a 7000 personnes qui ont signé la pétition en ligne. Alors que j'ai vu d'autres pétitions, en une journée, ils étaient déjà à plus de 20 000 personnes. C'est ça l'incohérence des Burkinabés. Ils sont toujours là pour dénoncer. Ils veulent que quelqu'un aille au charbon, aller lutter, et puis quand ça va être mais toujours cette attitude de critiquer les autres, mais jamais mettre la main à la pâte quand il faut passer à l'action. Ça, c'est devenu une tare des Burkinabés. Donc il y a 7000 personnes seulement. J'ai dit la marche là. Le jour de la marche, il y a les associations des femmes vendeuses de fruits et légumes au niveau de la gare, Nabakoum, les riverains de la gare. Et ce sont ces gens-là qui sont venus spontanément me dire, nous allons être de la partie. Mais j'attends encore d'autres associations, il y a quelques associations qui se signalent, mais c'est encore très timide. Sur cette question, il devrait y avoir une mobilisation plus significative. Et j'espère que le 3, quand on va sortir, il y aura en tout cas beaucoup de Burkinabés qui ne vont pas rester derrière les claviers sur Facebook, mais qui vont sortir du virtuel pour réellement marquer leur soutien à cette cause. Alors, vous dites que ce n'est pas votre combat, vous refusez qu'on dise que c'est votre combat, c'est un combat. C'est pas moi seul. Même si c'est vous qui le portez, qui en avez fait un leitmotiv, mais aussi c'est cette démarche vis-à-vis de fonder du pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous l'avez commencé à gérer en 2012, 2 ans après, l'insurrection est arrivée, donc vous êtes parti. Il y a eu le régime de la transition, ensuite il y a eu celui de Roch-Marc Christian Kaboré. Le plaidoyer, pendant ce temps-là, comment est-ce que vous l'avez fait? Quelle a été l'oreille qui vous avait été tendue? Ce qui a été fait, c'est lors de la visite de Macron, ici en 2017, que j'ai commencé à parler de ça. En publiant sur ma page Facebook ce que je pense sur ce dossier. Après, quand j'ai vu que l'IAS était engagée dans le dossier, je m'attendais à ce que cette structure qui est quand même plus structurée et forte puisse mener d'autres actions et puis j'allais m'associer. Mais je n'ai pas vu d'autres actions venir. Et moi, j'ai continué chaque fois qu'il y a le TAC à rappeler. À chaque fois qu'il y a le TAC, je rappelle qu'il y a ce dossier-là. Et d'ailleurs, ils en parlent également. Donc, nous avons mis en place le consortium. Et quand nous avons mis en place le consortium, nous voulions vraiment faire des actions de plus grande envergure. Mais malheureusement, les gens ont politisé la structure parce qu'il y a beaucoup de militants du MPP, en l'occurrence, qui sont venus que c'est pour apporter la contradiction de l'intérieur.
Bon, je ne voyais pas quelle contradiction il y a à apporter à l'intérieur du consortium Burkina 2050, parce qu'ils pensaient que ça allait être une structure à caractère politique. Nous avons précisé que c'est apolitique, c'est vraiment pour lutter pour les intérêts nationaux. Mais ce groupe-là, quand il y a des activités, c'est des gens qui viennent jamais. Ils sont membres du groupe, mais ils viennent jamais aux activités. Donc ça reste un noyau de quelques personnes qui, régulièrement, nous faisons des activités, nous continuons donc à médiatiser le problème jusqu'aujourd'hui. Je pense que, avec l'équipe passée, nous n'avions pas de chance d'être entendus. J'ai tâté le terrain, j'ai vu qu'on n'a pas de chance d'être entendu. Parce que pour moi, visiblement, s'il y a certains acteurs qui ont des proches parents qui travaillent à l'intérieur à Sitaraï, et puis qui ont des liens d'amitié même avec Bolloré, et je ne vois pas comment ils pourraient être libres, en tout cas, de s'exprimer. Et moi, je pense que ce n'était pas favorable. Et c'est pourquoi donc nous avons attendu. Et là, maintenant, avec la refondation, la restauration, tout ce qui est prôné, en tout cas, comme vision, je me dis, pourquoi pas maintenant? Et c'est justement pour saisir l'opportunité que nous relançons le dossier. Et nous le lançons surtout parce qu'il a l'acheteur a jusqu'au 31 mars pour se prononcer si oui ou non il achète. D'accord. Alors, en plus du dossier Bolloré en lien avec la gestion du chemin de fer, on vous a vu plusieurs fois lancer, en tout cas, l'idée de boycotter les produits français. Finalement, c'est quoi le problème avec Dr Nosserine Sangaré? C'est un sentiment anti-français ou bien c'est un sentiment anti-politique française en Afrique? C'est exactement ce que vous venez de dire. Je ne suis pas anti-française. Je suis vraiment contre la politique française au Burkina. Tenez, le même Bolloré, il a le monopole du transit au Burkina. Il a le monopole du transport marchandises. Il a le monopole, on vient de lui signer, il a maintenant la gestion de l'ONASER. Tu ne peux pas être transitaire, contrôler à l'essuyer les charges en tant que transporteur de marchandises. Mais c'est quoi cette affaire? Moi, je trouve que c'est aberrant de donner. Et il a le monopole du divertissement avec Canal+. Parce que tout le monde c'est pas obligé, mais on voit que c'est lui également qui a le monopole sur ces terrains-là. Vous voyez ça? C'est de l'extraversion économique. Est-ce qu'il n'y a pas de Burkinabés qui peuvent gérer ces différents... La SNTB, la Société nationale de transit du Burkina, que ça soit privatisé, que ça soit Bolloré qui rachète. L'ONASER, début 2020, que ce soit privatisé et que ce soit Bolloré encore qui rachète. Mais si lui, il vient avec ses marchandises, déjà au transit, il peut ne pas payer puisque ce sont ses services qui sont là-bas encore. Mais pour peser encore si ce sont ses services qui sont là-bas, il y a un problème. Donc, on pourrait citer beaucoup d'entreprises françaises qui sont là. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est tout ce que je demande. Je n'ai aucun problème contre une entreprise. Si ce n'est pas une entreprise française, ça serait une entreprise d'un autre pays, puisque c'est la mondialisation. Mais au moins que ça soit gagnant-gagnant, mais on n'assiste pas à une extraversion économique où tout ce qui peut contribuer à l'enrichissement de notre pays, c'est des entreprises d'autres pays qui viennent prendre le parti dans leur pays. Monsieur les juges, dernière prise de parole, soit pour une question ou un commentaire. On commence avec juge Vaha. Oui, moi c'est beaucoup plus un commentaire. Moi je dis quand la question de Sitaraï avec Bolloré, quand vous regardez, ça fait mal parce que pour moi il y a toujours une responsabilité aussi qui est la nôtre. Je ne comprends pas comment pendant tout ce temps on n'est pas parvenu à s'assumer assez tôt. Même quand vous regardez la question du chemin de fer, j'ai dit c'est lié au développement. Vous ne pouvez pas permettre qu'une structure de ce genre décide de fermer des postes parce qu'il les qualifie de secondaires, alors que c'est des poumons pour votre économie. Bino, Sini, tout ça, ça a été supprimé. Mais c'est une économie qu'on a tuée. Mais il n'a pas exploité la partie Ouaga jusqu'à Kaya qu'on a construit de nouveau, en disant que ce n'est pas rentable. Il a supprimé le transport voyageurs, il a fermé 9 gares secondaires. Et il a privilégié le transport marchandises. C'est ce qu'il a fait. Il a fait son business et nous, on est restés complices de cela. Moi, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Et pour cela aussi, il faudrait que peut-être
les gens comprennent les enjeux. Peut-être c'est ça aussi le problème. C'est que l'enjeu, peut-être que tout le monde ne le maîtrise pas, mais c'est pour moi l'un des symboles de nos contradictions et de la façon dont on peut être assis sur de l'or et puis chercher à manger. Et ça fait vraiment mal. Mais je vous félicite pour le fait que vous bousculiez. Nous aussi, on bouscule. Merci. On ne pourrait pas en vouloir à un homme d'affaires de pouvoir se tirer d'affaires, si vous permettez ces rimes-là, de pouvoir se tirer d'affaires quand tu dois conclure également une affaire. Donc moi, je ne peux pas en vouloir à Bolloré de profiter d'une situation que nous lui avons offerte sur un plateau d'or. C'est beaucoup plus la responsabilité de nos dirigeants. C'est ça. Donc Thomas Sankara avait vu juste, il fallait prolonger. Et quand le chemin de fer est arrivé à Ouagadougou, n'a plus été prolongé avec l'avènement des indépendances. Pourquoi? Tout ça c'est connu. Donc il nous appartenait, nous, en fonction de ce que nous voulons pour notre pays, pour nos nations, de savoir avec qui négocier et quoi gagner pour que l'autre également puisse gagner. Donc, on est dans une situation où les différents dirigeants sont plus ou moins responsables, mais ce n'est pas aussi tard pour rectifier les tirs. Et moi, je pense que nous sommes à un moment donné où il faut effectivement rectifier les tirs pour que ce soit une entreprise russe, chinoise ou je ne sais pas moi, que ce soit gagnant ou burkinabé, que ce soit gagnant-gagnant. Parce qu'un burkinabé également peut gruger même l'État burkinabé. Donc, ça peut arriver. Que ce soit même un local. Donc, que ce soit gagnant-gagnant. Et puis bon, en ce moment, ça va. C'est ce que moi j'ai dit comme Monsieur les juges, c'est avec justement ces mots-là que nous allons mettre un point final à la présente convocation. Merci, docteur Nestorine Sangaré. J'espère que vous viendrez à la marche. En tout cas, on sera là pour couvrir. Okay. En tout cas, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité avec vous. Comme je l'ai rappelé, on a parlé de la gestion du chemin de fer par Citaraï, qui est une filiale du groupe Bolloré. Alors, c'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la dernière convocation avec la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité manhattanais. Restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.